Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce numéro de l'invité consacré à la politique togolaise et à la place des jeunes dans cette politique. Nous abordons la question avec notre invité aujourd'hui, El Sadat Ibrahim. Il est le leader du mouvement JLA, Jeunes Leaders en Action. Il a été également candidat aux élections législatives et régionales de 2024 au Togo. Bonsoir El Sadat et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume. Et merci déjà pour l'invitation et bonsoir également à tous les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Alors, comme je le disais, vous avez été candidat aux élections législatives et régionales, un double scrutin, une première dans l'histoire du Togo qui a vu la participation de plusieurs jeunes, soit en tant que candidat à des partis politiques, soit en tant qu'indépendant. Vous avez eu également cette double expérience en tant que candidat pour les régionales et aussi pour les législatives. Que pourrez-vous partager avec nous comme expérience issue de cette élection? Bon, déjà, il faudrait dire que à la base, je ne suis pas trop surpris donc de l'atmosphère électorale au Togo, puisque j'y ai été déjà comme candidat pour les élections municipales en 2019, bien évidemment. Et il faut réaliser et l'admettre que voilà, par rapport à ce que tout le monde se dit en ce qui concerne donc les irrégularités. Il faudrait comprendre que c'est quand même triste par rapport à cela. Mais en termes d'expérience personnelle en tant que jeune, c'est toujours quelque chose de très intéressant dans la mesure où on va pour apprendre, pour comprendre un peu comment les choses se passent et pouvoir mieux s'outiller pour l'avenir. En ce sens, pour moi, c'est un gain. Vous n'êtes pas découragé parce qu'on voit plein de gens qui disent on est allé aux élections, on n'a rien obtenu. Justement, vous n'avez pas gagné. Et donc, logiquement, il y en a plein qui sont découragés. Oui, là, je comprends parfaitement. Ils sont découragés, disons que peut-être que pour la plupart, aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, ce sont nos aînés. Ils ont eu à faire pas mal donc d'élections. Et peut-être que c'est par rapport à cela qu'ils se disent qu'ils sont découragés. Et généralement, c'est un peu le même circuit dans la mesure où on réalise que après une élection, il faut quand même aller vers donc des tiraillements, après donc faire des recours et à la fin faire des protestations et au final on revient toujours à la case départ. Peut-être que c'est par rapport à cela qu'ils estiment aujourd'hui que non, eux ils sont fatigués, donc voilà. Mais par rapport à moi, ce n'est pas du tout la même chose. Déjà, je ne suis qu'à 2 expériences. Déjà, donc il y a encore toute la vie. Il y a encore toute la vie devant moi. Ouais, donc je ne suis pas encore désespéré par rapport à cela. Alors, comment envisagez-vous votre avenir en politique au Togo? Bon, déjà, pour l'avenir au Togo, mon avenir politique, je suis toujours en train de réfléchir parce que c'est aussi important de faire, de s'asseoir sur la chaise du discernement, essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas, essayer de voir ce que nous on peut apporter parce que moi je m'exprime aujourd'hui en tant que jeune, vous voyez, et quand on s'exprime en tant que jeune, il faut aussi à un moment donné observer ce que font nos aînés, ne pas surtout faire les mêmes erreurs que eux, avoir l'audace de pouvoir les approcher pour leur dire, moi j'estime que ceci nous sommes en train de faire, mais vous avez fait, ça ne fonctionne pas, essayons de faire autrement, parce que en tant que jeune, on a forcément donc une autre façon de voir les choses. Donc moi je m'inscris aujourd'hui du coup sur ce point de vue là, et j'espère franchement que j'aurai donc à apporter en ce sens. Alors pensez-vous que, si je puis me permettre, cette débâcle de l'opposition et des indépendants est due à des erreurs, ou plutôt, comme ils l'estiment, que le système a été trop verrouillé pour eux? Voilà, alors moi je vais vous expliquer un élément avec mon recul, ce que je remarque. La population togolaise aujourd'hui a été habituée à un moment donné à ce qu'on lui fasse comprendre de boycotter les élections. Et aujourd'hui, j'estime que cette même population boycotte une élection où elle estime qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas donc pris en compte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est déjà habitué au fait qu'on dise qu'il y a des irrégularités. On est tous d'accord. Et moi, je pars du principe que quand on va donc à une bataille, on doit connaître l'adversaire. Je ne veux pas parler d'ennemi, je veux parler du coup de l'adversaire. Alors si on connaît l'adversaire et on connaît donc le mode de fonctionnement de l'adversaire, je pense qu'il est très important donc de s'outiller en ce sens-là pour pouvoir donc mieux aller donc à cette bataille-là. Et là c'est plus intéressant de ne pas revenir après dire que non, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai toujours vécu cette scène-là, ça s'est reproduit 1000 fois. Je pense surtout que c'est ce qui a fait que cette population aujourd'hui est un peu découragée parce qu'on lui sert tout le temps pratiquement le même refrain. Vous voyez? Alors, il est très important, au-delà du fait que oui, il faut reconnaître qu'il y a des irrégularités, à un moment donné, se demander ce que veut la population et ce qu'il faut pour pouvoir donc changer la donne. Moi, je pars sur ce principe-là. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Parce que pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, à un moment donné, donner une autre version donc, de la chose à la population?
Je pars d'un exemple. Je vais aller donc à une élection. Je sais que à la fin, mon adversaire va mettre des moyens pour pouvoir donc s'offrir la part du lion. Qu'est-ce que moi je mets en place? Au niveau donc des partis politiques aujourd'hui, quelle stratégie est mise en place dans chaque parti politique pour pouvoir donc déjà faire la formation donc des membres, intéresser la jeunesse à la chose politique, faire comprendre que non, si on va à une élection, ce n'est pas forcément pour gagner systématiquement quelque chose le jour donc de l'élection, mais c'est pour donc un avenir rassurant. Quelle politique chaque parti politique aujourd'hui fait en son sein pour pouvoir donc intéresser cette jeunesse-là? Parce que j'ai cru entendre également beaucoup de personnes dire que oui, quand on est parti aux élections à la fin, nos membres ont été donc, ont vendu leur vote, ou certains ne sont pas présents. Je ne veux pas dire ceux qui ont été donc violentés. Je veux parler donc de ceux qui, de façon volontaire, ont accepté donc de vendre leur dignité, si je peux m'exprimer ainsi. Mais qu'est-ce qui est fait à la base pour que ces personnes puissent comprendre les choses? Moi, je m'inscris beaucoup plus dans ce ordre d'idée-là, dans cette réflexion, pour qu'on puisse vraiment sortir donc de cette situation. Donc vous estimez que c'est ce travail à la base-là qui a manqué et qui a conduit à ces résultats? Aujourd'hui, je le pense. Pourquoi? Parce que je me suis, pour cette élection spécialement, j'ai eu la possibilité donc de sillonner, et puisque j'ai été dans le Golfe 2 en tant que superviseur également, donc j'ai pris la peine donc de sillonner pas mal donc de bureaux de vote. Et moi, ce que je fais certes partie donc de la classe de l'opposition, mais il faut avoir le courage de l'avouer. Ce que moi j'ai remarqué, et qui est quand même un peu déplorable, c'est qu'il y a dans des bureaux de vote, on n'a pas vu des membres de certains membres certains membres de bureaux de vote pour l'opposition. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est déjà un problème. Si par exemple nos représentants à un moment donné n'existent pas dans les bureaux de vote, comprenez que pour déjà gagner c'est compliqué en ce qui concerne donc mettre les procès-verbaux, le contrôle au niveau, donc oui, par rapport aux procès-verbaux, pour sécuriser. Ouais, c'est déjà quelque chose de très 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 important qu'il faut quand même remarquer. Et voilà. À part cela également la question économique, il n'y a pas d'argent et pourtant on fait la politique. Bon, moi je me dis aujourd'hui que ce n'est pas aujourd'hui forcément parler de l'argent, parce que je pense qu'il y a une certaine conscience. Si la chose de l'éducation est faite comme il se doit, je pense que, bon, je prends mon exemple. Aujourd'hui, je suis candidat pour un parti politique en réalité, mais je ne suis pas pour ce parti-là à cause de l'argent. Ouais, donc il y a une certaine conscience qu'on développe à un moment donné. Et moi je pense que chaque Togolais donc a cette conscience-là. Et malheureusement, il faut quand même admettre que c'est par rapport au vécu de tout chacun qui permet des fois à ce qu'on ait une certaine donc, identité, une certaine façon de voir les choses. Par contre, on peut inculquer cela. Et moi je pense qu'il faut réellement à un moment donné un travail réel. Si aujourd'hui vous voyez un peu sur la sphère politique, et globalement vous allez réaliser quand même que qu'est-ce qui est fait pour pouvoir donc assurer la relève? Moi, honnêtement, je n'en trouve pas grand-chose au niveau donc de tous les partis. Parce que si vous remarquez, depuis bientôt 30 ans, déjà, ce n'est que les mêmes personnes qui font les mêmes choses. Et à aucun moment, on ne voit la place, il y a une place préférentielle à un jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est quand même des éléments qui montrent qu'il y a quand même du travail à faire. Parce que j'estime que si, par exemple, nos aînés d'aujourd'hui n'avaient pas cette chance-là qu'eux ne veulent pas nous donner, je ne suis pas sûr qu'ils vont faire la politique jusqu'à maintenant, parce qu'ils n'ont pas commencé à l'âge qu'ils ont actuellement. À un moment donné, il y a eu certaines personnes qui ont eu confiance en eux et ils ont commencé très tôt. Et là, ça me rappelle même, t'as vu Amorin, paix à son âme, vous voyez, il est mort quand même à 33 ans. Et aujourd'hui, je suis pratiquement dans la même tranche d'âge que lui. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, combien de jeunes vous allez voir dans cette tranche d'âge-là faire la politique? Il n'existe plus. Vous voyez un peu, alors que cette personne dont je parle, il est quand même mort à 33 ans. Ça veut dire qu'il a quand même commencé un moment pour beaucoup plus tôt. Donc, qu'est-ce qui est fait maintenant aujourd'hui pour que cette jeunesse puisse s'intéresser? Pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. Alors, on va revenir tout à l'heure sur la motivation de la jeunesse en matière de politique au Togo. Vous parlez aussi du message qu'il faut adresser à la population pour l'intéresser à la chose politique. Et vous pensez que ce message n'a pas été au rendez-vous pour ces échéances électorales. Quel doit être ce message-là qu'on doit apporter aux gens? Parce que, comme vous le dites, ça fait déjà une trentaine d'années que certains sont en train d'espérer certaines choses qu'ils ne retrouvent pas. Et pour certains analystes, ça a conduit à ce désintéressement. Voilà. Là, à ce niveau, ce que je pense comme message déjà, c'est qu'il faut une certaine sincérité. Au niveau donc de tous les acteurs politiques, sans exception aucune. Il faudrait qu'à un moment donné, que cette classe politique-là puisse reconnaître un certain nombre donc, de manquements, l'avouer,
d'accord, pour qu'on puisse repartir donc sur une nouvelle base. Je vous donne un exemple. Oui, je vous donne un exemple. Imaginez que je prends l'exemple donc de Cap 2015. Vous savez certainement qu'il y a eu des histoires comme certains ont pris 30 millions par ici, 30 millions par là, et c'est toujours les mêmes acteurs qui ont donc donné donc l'alerte. C'est des éléments qui, mine de rien, ça décourage. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a certaines personnes qui vous font confiance, qui vous accordent donc un certain nombre de crédits. Et quand il y a ce genre de retour et que finalement, il n'y a rien qui ne soit fait pour pouvoir donc au moins faire un mea culpa, quelque part, ça cause donc une certaine démotivation. Mea culpa quand les faits sont avérés. Mais quand c'est toujours les acteurs aussi qui en parlent, les mêmes acteurs politiques qui en parlent, quelque part, c'est compliqué. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ce que je dis. À un moment donné, il faudrait qu'on retourne donc à cette histoire-là de sérieux pour qu'on puisse vraiment prendre en compte l'élément émotionnel donc du peuple, parce que le peuple a un cœur qui réagit. Si aujourd'hui vous voyez donc un peuple qui ne sort pas pour aller voter, c'est quand même un élément criade qui donne une alerte. Hein. Moi, je pense que c'est quelque chose de très très important à prendre au sérieux. Au lieu donc de s'acharner sur le fait qu'il n'y a que des irrégularités, il faut aussi comprendre le message que ce peuple-là veut. Quelles sont les erreurs que fait la classe politique aujourd'hui, surtout de l'opposition, qui tente depuis plusieurs années d'accéder au pouvoir en vain? Bon, aujourd'hui, moi, je pense que déjà, l'une des erreurs que moi je vois, c'est le fait de s'attaquer pour rien, de s'attaquer, ou soit de critiquer pour critiquer, ou de paraître que nous, on est opposants, on s'oppose à tout. Je vois un peu ce qui se passe dans les pays développés. Vous voyez, hein, quand c'est l'unité de la nation qui est en jeu, vous allez voir que ce sont des personnes qui se divergent sur des idées, mais s'accordent sur un certain nombre d'éléments qui met en valeur donc la nation. Et maintenant, après, quand c'est des intérêts personnels, vous allez les voir encore se séparer et puis faire leur combat. Comme ce qui se fait actuellement entre Trump et puis, et puis Biden. Les autres candidats républicains, vous voulez dire? Oui, en quelque sorte. Je ne sais pas souvent un peu ce que je veux dire. Maintenant, pour pouvoir réglementer ce genre de choses, moi, ce que je propose, il faudrait qu'à un moment donné, l'opposition accepte de faire également une assise, de se dire les vérités. Ce qui ne fonctionne pas, il faudrait qu'à un moment donné, cette assise puisse se faire entre eux. Juste la classe de l'opposition. Je ne parle pas donc du parti au pouvoir pour le moment, mais essayez donc de régler les choses qui ne fonctionnent pas entre eux. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on s'est tiré dessus? Il faudrait régler cela. Parce que quelque part, hein, moi je pense que ce peuple aujourd'hui a besoin de l'union également de nos leaders. Et quand ils ne trouvent pas ça, ça exprime également donc leur découragement. Donc déjà, moi je pense que si jamais ils ont déjà le courage donc de s'asseoir autour d'une table, de discuter pour pouvoir déjà dégager leur discordance, je pense qu'à partir de ce destin, les voies et moyens vont se mettre en place pour pouvoir apporter quelque chose de très intéressant à ce peuple-là. Alors revenons à la motivation de la jeunesse en matière de politique au Togo. Au lendemain de ces élections, avec tous les résultats qu'on a connus, on a vu certains leaders de partis politiques qui ont clairement affiché d'abord leur opposition aux résultats et ont tenu des propos qui pour certains pourraient décourager la jeunesse. Que faut-il faire et quel regard portez-vous sur ces messages, surtout que vous avez été candidat du nouvel engagement, le net de l'ex-député Jerry Tama? Alors, déjà, oui, je vois un peu ce que vous voulez dire par rapport au fait que si l'élection doit se faire dans les mêmes conditions, il faudrait que la jeunesse ne puisse faire autre chose, en fait, ou bien carrément aller vers UNIR. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà. C'est comme j'ai dit, à un moment donné, il faut commencer par se remettre en question personnelle dans chaque parti politique pour essayer de corriger ce qui ne fonctionne pas. Moi, je parle déjà de l'aspect membre. Aujourd'hui, combien de partis politiques peuvent se taguer réellement? J'ai le nombre d'adhérents, mais de militants vraiment partisans qui font le travail de militants. Et en toute honnêteté, je pense que c'est à lire, à compter donc au bout des doigts. Donc à un moment donné, il faut faire ce travail-là. Et je vais aller plus loin parce que je vais rapidement peut-être dévancer un sujet. Je parle également donc de la nouvelle configuration du Togo avec le régime parlementaire qui pour moi devient quelque chose, déjà comme c'est déjà adopté, devient quelque chose de très intéressant pour pouvoir tester également cet aspect donc de l'unicité de l'opposition dans la mesure où si c'est difficile donc d'aller donc en rang dispersé, autant donc se mettre ensemble pour y aller de façon soudée.
En ce sens-là, je vais également répondre à la question donc de moyens financiers, dans la mesure où on estime que l'opposition en général n'a pas d'argent. D'accord? Si l'opposition en général n'a pas d'argent, alors pourquoi ne pas se concentrer sur des niveaux donnés où on peut donc assurer déjà ce qu'il y a de faire? C'est-à-dire se mettre ensemble, fédérer les efforts oui. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à un moment donné, à chaque fois, il faut évoluer avec son temps et puis il faut évoluer avec sa situation. Si on estime que tout est fait exprès par le parti au pouvoir pour ne pas donc permettre à ce que, pour ne pas mettre les moyens à disposition, autant d'en trouver des solutions à côté. On peut donc fédérer donc les énergies pour pouvoir donc aller vers une autre étape en fait. Comment fédérer les énergies quand les leaders de l'opposition ne voient pas tous dans la même direction? Il y en a qui sont qualifiés de radicaux, des plus anciens, des plus jeunes, de profiteurs. On en a vu pour toutes les catégories et tous les noms possibles. Comment peuvent-ils se mettre ensemble avec cette configuration? Voilà, tout à l'heure, c'est pour cela que je disais qu'à un moment donné, il faudrait que nos leaders de toute la classe politique acceptent donc de faire une assise et de discuter, de parler franchement. Vous y croyez au Togo? Bon, avec le message que la population a donné, avec l'abstention, je pense qu'il faut quand même réfléchir à montrer donc son leadership maintenant. Ici, maintenant, ce n'est plus une question d'y croire, mais c'est une question d'intérêt. Parce que moi, souvent, quand je médite l'hymne national et que à la fin, j'entends Togolais vient bâtissons la cité, quelque part, ce n'est pas ANC, unir ou bien net, vient bâtissons la cité qu'on dit, hein, on dit Togolais. On dit tous ensemble, Togolais vient bâtissons la cité. Et aussi, je pense que c'est une question d'éducation. Il faudrait qu'on sorte un peu de la notion donc de radical, de centrisme, de tout cela, mais aller vers des conceptions basées sur l'attente de la population. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on a la notion du panafricanisme. Est-ce que le peuple, qu'est-ce que le peuple attend par ça? Est-ce que c'est ce qui intéresse le peuple? En tant que leader aujourd'hui donc de l'opposition, qu'est-ce que moi j'apporte par rapport à cela? Aller donc sur les questions réalistes que le peuple se demande en fait. La question donc de l'AES aujourd'hui, c'est des réalités. Et quelle est donc le positionnement plutôt donc de tel leader par rapport à ces éléments? Parce que quoi qu'on dise avec la géopolitique qu'il fait, il faudrait qu'à un moment donné qu'on sente beaucoup plus donc de l'intérêt donc de chaque leader politique par rapport à ces genres d'éléments, mais ce qui ne se fait pas. Vous avez remarqué que généralement l'activité donc d'un politicien au Togo se concentre beaucoup plus à une élection, et après élection donc il faut donc se bagarrer, essayer donc de faire des marches et après revenir encore donner la même chose. Ça commence par fatiguer. Alors, nous allons aborder un autre aspect de ces élections. C'est plutôt le lendemain de ces élections avec la promulgation de la nouvelle constitution qui fait passer le Togo sous une 5e république avec un régime parlementaire. Vous avez été candidat aux élections. Si vous aviez été élu, vous serez peut-être à l'Assemblée nationale pour le compte de ce régime parlementaire-là. D'abord, quel regard portez-vous sur ce changement de constitution, le passage au régime parlementaire, et quel avantage la jeunesse peut-elle tirer de cela? Vous savez, pour moi, j'estime que peu importe le régime, c'est la volonté des acteurs qui compte. Peu importe le régime, c'est la volonté des acteurs. À un moment donné, il faut avoir la main sur la conscience, essayer donc de se retourner vers son peuple, essayer de l'écouter, comprendre ce qui ne va pas et essayer donc de régler son problème. Moi, c'est ce que je pense. Donc, oui, que ce soit donc un régime parlementaire, présidentiel ou semi-présidentiel, ce qui compte, c'est que nos dirigeants, nos leaders puissent faire l'effort, en fait, de s'écouter, d'écouter le peuple. Parce que vous savez, moi, aujourd'hui, je me mets un peu à leur place et il faut reconnaître qu'il y a un élément que les gens ne voient pas. Quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la souffrance, malheureusement, des fois, ne comprend pas forcément la souffrance, hein, vous savez. Quand vous êtes né avec une cuillère d'eau dans la bouche, c'est difficile pour vous de réaliser quand quelqu'un dit qu'il souffre et qu'il a faim. Bon, vous écoutez, mais vous ne comprenez pas vraiment le sens si vous n'avez jamais senti la faim. Mais il faudrait qu'à un moment donné, sentir peut-être la faim, ou bien mettre à côté de vous quelqu'un qui a vraiment faim pour pouvoir réellement comprendre. Je pense que quelque part, ça joue également au niveau donc des personnes qui nous gouvernent aujourd'hui, dans la mesure où il y a ce décalage-là émotionnel. Donc,
moi, je me dis que c'est ça. Mais n'empêche que si au moins il y a donc une descente sur le terrain et il y a un effort de l'écoute, de l'approche donc de cette population-là, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'efforts qui peuvent se faire. Donc, c'est pour ça que je parle donc d'une volonté. Et sur la base de la volonté, tout est possible. Moi, je ne suis pas contre cela. Par contre, ce qui est pour moi très intéressant aujourd'hui, donc dans ce régime-là, que peut-être le parti au pouvoir n'a pas vu, je ne sais pas, c'est que l'opposition a cette fois-ci une possibilité donc de pouvoir déjouer les pronostics dans 6 ans, s'ils se mettent aujourd'hui au travail. Dans la mesure où vous allez remarquer, généralement on parle de fief, tout ça, mais moi je ne suis pas trop fan des histoires de fief parce que j'estime que pour faire un vote, il faut se baser donc sur un programme donné et voilà. Mais malheureusement, on est donc par rapport à ces histoires de fief et tout, mais l'opposition pour aujourd'hui, par exemple, c'est une idée que je donne. Je ne dis pas forcément que c'est la meilleure solution, mais peut s'organiser donc de façon soudée à faire une sorte donc de liste que veux dire, ce n'est pas une sorte de coalition, hein, mais une forme de coalition, une autre forme de coalition. Je m'explique. On a aujourd'hui 5 régions au Togo, n'est-ce pas? Alors 5 partis politiques peuvent se décider donc de s'organiser pour les élections futures, de se mettre en groupe et que chacun prenne une région. Si chacun prend une région aujourd'hui, c'est-à-dire que par exemple si je suis du parti politique A, je prends la région, je donne un exemple. La région économique A. Oui, la région, voilà, ou bien la région maritime, voilà, okay. Un exemple. Et la région des plateaux, le parti politique C, ainsi de suite. Vous allez réaliser que déjà, il y a un problème qui va se résolver facilement. C'est la question donc du financement ou bien des difficultés. Vous pourrez donc, de ce pas, mettre les éléments qu'il faut pour pouvoir donc assurer déjà donc une certaine donc fiabilité ou bien une certaine sécurisation donc, de votre vote, par exemple. Et les autres partis de l'opposition qui sont dans cette zone, ils soutiennent le parti qui a été... Oui, bien sûr. Okay. Oui, c'est pour ça que je parle donc d'une forme de coalition revisitée. C'est-à-dire que nous sommes une coalition, c'est-à-dire que, bon, vous savez, population, nous sommes unis, sauf que nous avons décidé donc, nous, aujourd'hui, de nous concentrer donc, dans telle région, voter pour notre candidat de l'opposition qui se trouve dans telle région parce que nous ne sommes pas, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est des possibilités qui peuvent se faire si vraiment il y a donc une volonté au niveau donc, de la politique, de l'opposition, donc de pouvoir évoluer. Donc, j'estime que même aujourd'hui, c'est le moment plutôt de travailler en cela, travailler par rapport à cela pour pouvoir avoir ces possibilités-là. Et c'est pour ça que je ne suis pas toujours de l'assise entre l'ensemble donc, des partis politiques, de l'opposition, pour pouvoir travailler sur cet aspect des choses. Et moi, il y a un élément qui me plaît donc, dans ces élections. Le peuple a montré que non, on n'est pas trop intéressé par votre façon de faire. Faites autrement. Et moi, je pense que je ne suis pas fataliste ou défaitiste. Moi, je cherche toujours à voir l'opportunité dans chaque situation qui se crée. On est maintenant dans la situation donc du régime parlementaire. Qu'est-ce que je peux en tirer? Donc je préfère donc me concentrer donc sur cela et voir les failles que je trouve dans cela pour pouvoir évoluer que de me mettre donc à encore chercher donc à marcher pour savoir pertinemment que je n'aurai pas gain de cause. Donc vous prononcez justement par rapport à ces manifestations contre le changement de constitution au Togo? Oui, parce que tout le monde sait pertinemment que ça ne va rien donner. Mais on le fait. Mais c'est ces éléments, moi je dis aujourd'hui, que c'est pour ça que je dis quelque part, on n'écoute pas le peuple. Ce même peuple-là qui n'est pas sorti voter, quand vous dites que maintenant vous allez faire des manifestations, vous allez remarquer que généralement beaucoup ne sortent plus pour le faire. Et moi je trouve que ça devient donc infructueux. Donc il faut donc changer de stratégie. Pourquoi ne pas se mettre au travail et proposer des actions concrètes? Mais quand par exemple vous écoutez un tel leader dire que maintenant nous allons donc lutter, nous allons faire ci, mais lutter en faisant quoi? Il n'y a pas du concret chaque fois. Quand tu écoutes les communautés qui sortent, il n'y a que des mots. Ou soit on vous dit que le peuple est face à son destin, c'est au peuple de réagir. Beaucoup pensent toujours aux révoltes, mais avant tous ces éléments-là, qu'est-ce que vous faites de pratique, de concret, pour pouvoir amener ce peuple-là à vous suivre? Ça n'existe pas. Alors, face à une telle atmosphère politique au Togo, avez-vous l'espoir peut-être qu'une jeunesse politique va émerger et qui va changer la donne, peut-être dans les prochaines années, dans les 6 prochaines années, pour peut-être quand on aura à faire des élections législatives et régionales 6 ans plus tard? Je vais vous étonner par ce que je vais vous dire tout à l'heure. Je me lance à politique, mais je ne rêve pas de devenir président de la République. Vous êtes étonné peut-être.
Vous êtes étonné. Puis c'est normalement la politique, c'est ça la mission en fait. En principe, mais moi je Bon, pars. pas forcément être président de la République. Oui, quand mais même. oui, parce que Conquérir le pouvoir et l'exercer. bon, on va conquérir. Mais moi, honnêtement, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est comment faire pour que nous puissions avoir le nécessaire. Ce qu'il faut pour être heureux. Je suis sincère, moi je ne crois pas que si les gens ou bien la population, bien ce que j'appelle peuple, bien ce que j'appelle jeunesse, est vraiment épanoui et que je suis aussi tout autant épanoui, je ne vois pas l'utilité de vouloir faire la politique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, non. Pour moi, aujourd'hui, j'ai envie donc de m'exprimer parce que j'estime qu'il y a certaines choses qui ne se font pas et on peut faire mieux. Mais si jamais on arrive à faire mieux, bon, je m'éclipse, tout simplement. Donc, c'est ce qui vous a amené à la politique. C'est ce qui m'a amené à la politique parce que, vous savez, moi, dans ma vie, je n'ai jamais eu les choses facilement. Tout ce que j'ai eu, je l'ai toujours eu par la force de ce que je fais comme travail et la force et donc l'envie donc de faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quand on traverse ces genres de situation pour pouvoir évoluer, on a à un moment donné envie donc de pouvoir voir d'autres personnes s'épanouir quand ils font le minimum d'efforts qu'il faut. Des fois, quand ça me plaît de prendre moto, de prendre des aimes, quand j'initie des discussions, j'écoute un peu ce que le commun des mortels dit. Moi, c'est vrai que ce n'est pas pour faire de l'orgueil, non, mais ce serait difficile pour moi de faire du zémillion, par exemple. Mais quand tu as la possibilité d'écouter ces personnes-là, écouter comment ils parlent, leur vécu, leur espoir, ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils n'ont pas, et leurs rêves. Ces genres de choses motivent, donnent envie de pouvoir faire quelque chose. Mais moi, je n'ai pas grand-chose à faire que mes idées, pour le moment. Voilà un peu là où nous en sommes. Et c'est ces idées qui vous amènent. C'est ces idées qui m'amènent, voilà. À la politique. Alors, quel message avez-vous? Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Quel message avez-vous à l'endroit des jeunes comme vous qui vous suivent et qui peut-être nourrissent la même envie d'apporter quelque chose pour l'évolution du Togo? Bon, avant même d'aller vers la jeunesse, moi aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous avons donc un gouvernement, des gouvernants qui nous dirigent. J'aimerais simplement lancer un appel pour qu'ils puissent véritablement se pencher donc sur la question de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui c'est triste de réaliser que le seul espoir de cette jeunesse là, c'est de sortir de ce pays là pour pouvoir chercher donc une meilleure vie ailleurs, surtout en Europe. Déjà, j'aimerais qu'ils puissent vraiment se pencher, faire des initiatives qui puissent vraiment intéresser cette jeunesse là. Et maintenant, pour ce qui concerne la jeunesse, je veux leur dire que, vous savez, il faut toujours se battre, il ne faut pas perdre espoir et les choses vont changer à tout moment et ce n'est pas le moment de pouvoir juste s'accrocher qu'à TikTok ou bien après penser à partir du Togo, non. Et continuons donc par travailler dur, par aller donc à l'école, par chercher nos diplômes et ne pas oublier également donc tout ce qui a rapport avec les formations professionnelles. Faire tout cela et l'avenir s'annonce meilleur, mais justement je nous invite surtout à fédérer notre énergie, à nous organiser ensemble, à réfléchir ensemble, à faire surtout ce que j'appelle l'entrepreneuriat social. Tout cela peut nous amener donc à changer donc les idées et ça peut donc créer quelque chose de positif. El Sadat Ibrahim, vous êtes le leader du mouvement JLA, jeune leader en action. Parlez-nous un peu de ce mouvement avant de vous laisser partir. Ah oui, ce mouvement est né suite donc à l'élection tout récemment, à l'issue de ce que j'ai observé, parce que j'ai fait un peu une petite étude. Généralement, quand je posais la question à tel ou tel, tu vas voter? Je m'adresse aux jeunes, parce que j'ai réalisé que ce sont les jeunes de 2008 aujourd'hui qui ont voté pratiquement, qui ont eu 18 ans. Et là, j'ai réalisé quelque chose. Généralement, certains disent que j'ai voté, mais ils ne vont pas te dire pourquoi ils ont voté pour telle personne. Il te dit juste que j'ai voté, il te donne parce que oui, il y en a qui m'ont donné que j'ai voté pour tel, mais si tu demandes mais pour quelle raison, il n'y a pas de raison réellement. Donc je me suis rendu compte d'un élément, les jeunes ne sont pas vraiment informés de la chose politique comme on le pense. Ils sont vraiment déconnectés et malheureusement nos aînés également, le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils sont restés sur les anciennes luttes, les éléments qui les ont amenés donc aux anciennes luttes, ils sont restés sur ça et pensant que c'est toujours la même chose qui motive aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui. Alors que les années 90, c'est différent des années 2005 et c'est différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Pour ceux qui naissent ne comprennent carrément rien de ce qui s'est passé en 90 et puis en 2005. Rien du tout. Donc, le mouvement là commence pas à naître. C'est d'abord un mouvement politique, je précise, qui n'a rien à voir avec la politique, mais qui veut fédérer juste les jeunes pour qu'on puisse se retrouver, essayer donc de pouvoir réfléchir ensemble. C'est l'objectif. Essayer donc de pouvoir générer donc une sorte donc
une sorte donc d'association qui va nous permettre de pouvoir donc proposer des choses, pouvoir donc accompagner donc ce qui se fait déjà sur place. Voilà un peu, fédérer les énergies au niveau de la population, apporter donc de l'information, créer dans le leadership et favoriser donc surtout l'entrepreneuriat social. Voilà un peu ce que nous proposons. Beaucoup à vous, El Sadat Ibrahim, comme je le disais, vous êtes le leader du mouvement Jeune Leader en Action JLA. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et je remercie également New York TV. Et merci beaucoup. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.